Bonjour mes amis nomides, aujourd'hui nous allons visiter Encortom, un site extraordinaire, c'est vraiment la cité royale où vivait Jayavarman. On va commencer par le Bayon qui est un temple extraordinaire, là où il y a toutes les têtes, vous savez, les têtes en haut des pyramides de pierre. Tout ça, ça date principalement du XIIe siècle avec Jayavarman, toujours le même. Mais au Xe siècle, il y avait déjà eu des constructions, elles ont été améliorées, ça s'est agrandi, etc. Mais c'est surtout Jayavarman qui a vraiment fait le site pas tel qu'il est, parce qu'il s'est dégradé, mais tel qu'il était dans toute sa splendeur. Alors Encortom que nous allons visiter, c'est juste la cité, on va dire la cité royale. Elle faisait 9 km². Mais il faut imaginer qu'autour de cette cité royale, hein, ils ont travaillé avec les lidars, vous savez, les rayons tout autour, et ils ont découvert qu'il y avait une ville qui faisait à peu près 1000 km². C'est absolument énorme, c'est faramineux. Et avec près de 1 million d'habitants. Ce qui en fait le centre urbain le plus vaste du monde pré-industriel. De toute cette ville qui était autour de la cité royale, il ne reste pas grand-chose puisque les gens vivaient dans des maisons en bois et en feuilles d'arbres tressées sur le toit. Là, il n'y a plus rien. Par contre, à l'intérieur, c'était en pierre. Hein. Pour les dieux, on faisait en pierre. Pour le roi aussi. Alors, retournons devant une des entrées d'Encortom. Nous sommes maintenant devant la chaussée qui permettait de traverser les douves. Alors attention, les douves, là on n'est pas des débutants, là c'est plus de 100 mètres de large. Et d'atteindre l'une des 4 entrées de la ville royale. Sur le côté gauche, nous avons 54 dieux qui nous accueillent, alors que du côté droit, 54 démons qui nous font des visages un petit peu maussades pour nous prévenir de bien se comporter. On aperçoit très bien le mur de 8 mètres de haut qui ceinture toujours cette ancienne cité. Là, nous pouvons voir sous différents angles les têtes qui sont au-dessus des portes d'entrée de la ville. Moi, j'adore, hein, c'est vraiment très très beau. Dans cette vidéo, nous allons principalement nous concentrer sur le temple de Bayon, qui est vraiment le clou du spectacle. Alors une vue d'ensemble qui ne paye pas de mine hein, quand on s'approche. Mais lorsqu'on prend un peu de la hauteur, on commence à voir l'ampleur de la chose. Alors pour le plaisir, juste une petite vue d'artiste du monument, quand il était à son apogée, nous donne une vision plus précise de ce à quoi il devait ressembler. Bayonne, c'est vraiment un des plus beaux temples d'Angkor, réputé pour ses 200 visages. On aperçoit sur les 37 piliers qui sont relativement bien conservés, avec des sourires un peu énigmatiques sur chacun de ces 200 visages. Et puis le Gopura qui est autour du temple. Alors ça date de Jayavarman 7. Jayavarman 7 était un ardent bouddhiste, on l'a déjà dit. Il a changé les temples dédiés à Vishnu, c'était plus dédiés à Bouddha. Par contre, Jayavarman 8, lui, il a transformé quelques petits trucs parce qu'il adorait Vishnu. Donc les temples ont un peu bougé quand même. Alors ce qui est réputé ici, c'est non seulement les visages, mais aussi les fresques. On va aller voir les fresques. On peut apercevoir ici les armées khmer qui sont avec des mercenaires chinois. Et moi, ce qui me fascine, c'est de voir à travers le siège. Ils ont sculpté à travers le siège le personnage. Pour que ça soit comme en 3D, quoi. On voit les chevaux, on voit les éléphants, et les armes aussi. Derrière suit l'intendance hein, avec la nourriture, le transport des provisions, pour nourrir tous les soldats. On voit même ici la mère qui transporte son enfant sur son dos. Alors c'est assez rare, on a des scènes de la vie de tous les jours. Ici on est dans le quartier chinois, qui étaient des gens d'une basse caste ici. Hein, et on les voit faire à manger, le plafond relativement bas, on les voit les parapluies ou les ombrelles qui sont rangées. On voit il tient en train de tenir un maïs, et il a les baguettes à la main. On voit un petit peu la texture des vêtements, les dessins qu'il y avait sur les vêtements. Si on regarde de près, on voit vraiment tous les détails, c'est impressionnant.
Il y a même quelques visages qu'on aperçoit. Et juste à côté, comme par hasard, on trouve les Khmers qui sont mieux représentés. On les reconnaît avec leurs lobes qui sont un petit peu plus longs que forcément les Chinois. Et eux, ils viennent prier, ils sont civilisés, ils viennent prier au temple. Qui est là. Voilà, ils sont en situation de prière. Là, nous sommes devant une très belle scène de bataille navale sur le lac Tonle Sap, des forces Khmer, bien sûr, les forces Khmer ici, qui attaquent les forces du Cham. Alors forcément, ils gagnent, hein. Et donc le bateau est renversé. Les guerriers Cham tombent dans l'eau, se font manger par les crocodiles. Ici, voilà, ils se font dévorer par les crocodiles. Voir la vidéo précédente, il y a des crocodiles dans le lac Tonle Sap. Et puis après avoir gagné cette bataille, on les voit, ils sont en train de manger, ils sont en train de fumer un peu de hashish là. On les voit en train de manger, des brochettes, tranquilles, ils font la fête. Et puis on picole un peu, hein, on picole un petit peu, c'est normal, pour ensuite aller se coucher dans les arbres, un petit peu n'importe où, et fêter ça, quoi. Alors cette bataille a vraiment eu lieu, hein, avec Jayavarman VII, toujours le même, hein, qui a fait construire ce temple. C'était entre 1170 et 1181, on ne sait pas trop, mais en tout cas cette bataille a eu lieu vraiment. En plus, sur les sculptures, c'est très facile à reconnaître, on voit très bien la coiffure des Cham et les lobes longs des oreilles des Khmers. Ils ne sont pas du tout pareils, on le voit ici aussi. Donc Khmer, Cham, Cham. On trouve partout dans ce temple les apsaras qui sont là, ce sont ces danseuses. Ce sont ces danseuses sacrées qui en général viennent du ciel pour prendre l'âme des soldats qui sont morts pour leur pays. Donc forcément on retrouve les apsaras puisqu'il y a aussi des scènes, on a vu des scènes de guerre, il y a des scènes de combat. Donc on retrouve les apsaras qui sont autour de nous, partout. Ce temple, il est un peu fouillis quand même, parce que le successeur du fils de Jayavarman VII est adepte de Shiva, donc retour à l'ancienne religion, et il fait construire des nouvelles structures à l'intérieur même du temple. Là on aperçoit les têtes, mais avant il y avait une terrasse, enfin il y a toujours la terrasse, mais on ne peut plus monter parce que soi-disant c'est en réparation. Mais on pouvait s'approcher des têtes et faire des super photos. On ne peut plus monter maintenant. Parlons maintenant de ces tours et de ces fameuses têtes. Alors on se demande toujours comment ils ont pu les construire et les sculpter. Et je m'en souviens, j'étais là, je vous explique. On dégrossissait les blocs de grès, puis on les creusait de trous circulaires, on y fixait des piquets de bois qui permettaient de bien les positionner, on affinait ensuite les blocs par frottement jusqu'à ce qu'ils s'ajustent à la perfection. Alors ça prenait du temps, je me souviens, c'était dur. Hein. Et on élevait ainsi des tours dont certaines pouvaient atteindre 43 mètres de haut. Alors attention, pour l'époque, 43 mètres, c'est du lourd, quoi. Et pour finir, on sculptait dans la pierre de gigantesques visages. Et on s'amusait à les recouvrir d'or pour faire joli. C'était bien entendu des milliers d'artistes et d'artisans qui s'attelaient à ce travail durant un moment indéterminé. Donc ce Bouddha a une histoire assez originale parce que c'est une copie. C'est-à-dire que quand Jayavarman a fait ce temple, il adorait Bouddha, donc il y avait une statue de Bouddha protégée par un naja, on l'aperçoit derrière, un naja, ici. Et son successeur a détruit cette statue, l'a enterrée profondément à 14 mètres dans le temple. Et lors de la reconstruction de ce temple, de la réfection de ce temple, on a retrouvé les morceaux de statue. Ils ont été recollés en 1933 par un archéologue français, donc il a recollé la statue, et la statue n'est pas là, la statue elle est dans un autre endroit, pas très loin d'ici, et ils ont mis une copie ici dans l'angle nord-est de ce temple, mais c'est juste une copie. Je me fais transporter par les gardiens maintenant, c'est plutôt cool, non?
Thank you. Akun, Akun. J'ai enfin trouvé le Bouddha original. Mais personne ne sait où il est. Ou en tout cas, les gens d'ici ne savent pas trop. Le Bouddha qui a été recollé, qui était au fond du Bayon, 14 mètres sous terre, en morceaux. Il a été mis ici. J'ai enfin trouvé. Ouh. Donc voilà le Bouddha original, je suis content d'avoir trouvé. On aperçoit bien entendu qu'il a été recollé, il a été enterré pendant 800 ans, il date du 11e siècle, du temps de Jayavarman. Là c'est vraiment le vrai quoi, je suis vraiment très content de l'avoir trouvé. Il n'y a personne ici, il n'y a pas un rat, il y a un chien. Et puis il y a quelqu'un qui dort, qui est en train de faire son éveil bouddhiste. Et donc il est là. Super, non? 800 ans sous terre, à 14 mètres sous terre. Et il a été adoré donc par les gens qui étaient à l'époque du temple de Bayon, comme la divinité principale du temple au centre. Donc cette statue-là a vu Jayavarman, a vu les gens, a vu comment était la ville à l'époque. Vénard, hein. On aperçoit la terrasse des éléphants tout au fond, là-bas, avec les monuments, les 10 monuments qu'il y a devant. Et donc c'est derrière, à peu près au milieu. La route passe là. Donc une des statues les plus sacrées du site, puisque elle était le centre du temple Bayon à l'époque de Jayavarman. Il n'y a personne. Ça fait un moment que je le cherchais et finalement, un des gardiens m'a dit « je t'amène ». Et après on a discuté, elle m'a amené son fils, on a discuté. Ouais, c'est devenu des copains quoi, je peux venir habiter ici maintenant. Peut-être me marier avec une mère. J'aime bien le coin. Et puis moi j'ai ma petite piscine à moi. Il n'y a jamais personne. Voilà pourquoi j'ai choisi cet hôtel. Après une journée comme ça de marche dans les temples, où il fait quand même assez chaud. Hein. Ça fait tellement bien. Oh. Au revoir mes amis nomides, à la semaine prochaine. Nous finirons la visite d'Angkor-Thom et puis après on reprendra le vélo. Hein, parce que bon, on va pas rester pendant un an dans ce site. Donc venez avec moi la semaine prochaine, je vous promets de voir des choses extraordinaires, fabuleuses, merveilleuses, inimaginables, passionnantes, ébouriffantes, surprenantes, invraisemblables, énigmatiques, extravagantes, étranges, insolites, uniques.